Bonjour à tous et bienvenue pour la matinale, l'émission quotidienne de CMC Markets qui débute à 10 heures. Je suis Nicolas Chéron, stratégiste pour vous servir et c'est aujourd'hui ma dernière matinale. C'est aussi la dernière séance de la semaine et la dernière séance du mois, donc on peut avoir un peu de volatilité, on peut voir peut-être des nettoyages de portefeuille, des ajustements de portefeuille en cette fin de mois et ça peut peut-être engendrer un peu de volatilité. Me concernant, donc dernière émission, néanmoins vous me verrez bientôt donc de retour sur Twitter. Je fais une pause sur les marchés, je prends du repos et je reviendrai en mai sur Twitter progressivement et puis par la suite avec d'autres projets. En tous les cas, merci à tous. Merci pour vos messages, vos remerciements, vos textos, vos emails, vos messages sur Twitter. Ça m'a fait vraiment très plaisir. Alors, aujourd'hui, le titre est un peu spécial. Le titre s'appelle « Avoir un plan et s'y tenir ». Vous savez, ça fait bientôt 10 ans que je travaille main dans la main avec des traders particuliers. Et on me dit souvent, qu'est-ce qui fait qu'un professionnel gagne et qu'un particulier perd? Eh bien, la différence fondamentale qu'il y a aujourd'hui entre un particulier et un professionnel, ce n'est pas l'ordinateur, ce n'est pas les flux d'informations, ce n'est pas la qualité des prix, ce n'est pas la plateforme. Aujourd'hui, tous les particuliers peuvent avoir accès à des outils démentiels, à des outils de grands professionnels. Non, la différence fondamentale qu'il y a entre un trader particulier et un trader fondamental, c'est la rigueur. Le particulier manque de rigueur. Il doit absolument avoir un money management et avoir un plan de trading. Hier soir, je discutais avec des clients à la suite d'une conférence et je leur disais, voilà, il y a deux types d'investisseurs boursiers. Il y a l'investisseur plaisir qui va un jour trader en intraday, 2 mois plus tard trader en swing trading, ensuite il va faire de l'Ichimoku, puis ensuite il fera des vagues d'Elliott et comme ça pendant des années. Et puis il va découvrir différentes techniques, en parler à ses amis, faire un bon gros trade une fois, puis ensuite reperdre ce trade à cause d'erreurs de gestion. Et au final, à la fin de l'année, ça va lui coûter un peu d'argent, mais il y a des fois où ça rentre, des fois où ça sort. Il est quand même content, il fait de la bourse, il en discute avec ses amis. La bourse, c'est quand même un moyen de suivre la politique, la géopolitique et l'économie à travers le monde entier, donc ça l'intéresse, et c'est très bien comme ça. Et ensuite, on a le deuxième profil, beaucoup plus rare chez les investisseurs particuliers. C'est la personne qui se dit, voilà, moi je suis pas là pour vibrer, je suis pas là pour spiler, je suis pas là pour faire du casino, je suis là pour trouver des actifs qui me plaisent, que je comprends, sur lesquels j'ai de l'actualité, que j'arrive à cadrer graphiquement. Ce sont des actifs que je traite toujours de la même façon, en données 4 heures, ou journalières, ou hebdomadaires, avec des stops à 1% de mon capital, des objectifs qui font 2 à 3 fois la taille du stop. Voilà, ça c'est avoir une façon de faire, c'est avoir une certaine rigueur, c'est avoir un plan de trading et c'est potentiellement faire du trading sur le long terme. Et donc, dans ce concept de devenir un trader long terme, il faut absolument avoir un plan de trading. Avoir un plan de trading, c'est de dire... Le DAX est haussier, je ne suis pas acheteur du DAX, je surveille un éventuel échec du DAX sous une résistance, mais je ne rentre pas tant que le DAX n'a pas fait un échec sous résistance et je viserai un retour sur le bas de son canal journalier. De ce fait, on ne change pas de plan, il n'y a pas un jour où on se dit j'achète, un jour je vends, c'est tous les jours, j'attends patiemment que ce facteur se mette en place. Autre exemple, hein, c'est tout bête, mais les cours du riz. Pendant 3 semaines, je vous ai dit tous les jours, surveillant les cours du riz, surveillant les cours du riz, surveillant les cours du riz. Et puis un jour, enfin, on casse une résistance, on décolle, et là, ceux qui surveillaient prennent position et jouent la hausse. C'est aussi la patience. La patience, c'est une clé en trading. On a parfois, et c'est, je pense, les meilleurs scénarios, des compressions de marché. On a eu des compressions, souvenez-vous, par exemple sur le sucre, récemment sur le riz,
Donc voilà, ce concept de compression, on surveille, on attend une sortie violente, soit par le haut, soit par le bas, et puis on la met à profit. En bref, voilà, je voulais juste que vous reteniez qu'il ne faut pas changer son fusil d'épaule tous les 4 matins, il ne faut pas changer d'actif en permanence, il ne faut pas changer de technique en permanence. Il faut avoir une technique, certains actifs, certaines façons de les trader, écrire son plan, mettre les ordres et ne pas y déroger. Voilà. Et me concernant, j'avais un plan analytique cette semaine. Le plan analytique était de dire que les indices américains, lundi, s'étaient fait une petite frayeur, remontaient graduellement dans la semaine. Et en fait, j'attendais de voir si on avait un rebond technique et une reprise baissière aux US ou si on était dans une reprise. Pour l'instant, je n'ai pas ma réponse. Pour l'instant, je vois toujours le Nasdaq qui est sur ses plus hauts, qui pourrait faire un double top. Je vois le S&P 500 qui a cassé les 2360 mais qui n'a pas accéléré pour autant. Je vois le Dow Jones qui bloque sous une zone horizontale. Et donc je me dis que les indices américains sont toujours neutres mais ne sont pas dans une reprise haussière. Du moins pas encore. Et donc potentiellement l'option baissière n'est pas inconcevable. Parallèlement à ça, j'assiste à de nouveaux records sur le CAC hier et sur le DAX ce matin. Mais ces records se font à chaque fois sur la borne haute d'un canal haussier. Et je vous ai expliqué donc qu'on longeait la borne de ce canal. Si on la passait en force, on pourrait effectivement accélérer, mais au fur et à mesure qu'on touche cette borne du canal, tant qu'elle tient, à un moment donné, on pourrait consolider sous cette dernière et donc refluer. Donc mon constat est toujours le même. On va regarder les graphiques ensemble dans la deuxième partie. Et ensuite, ce sera bien évidemment au marché de décider. Car quand un plan est invalidé par le marché, il faut aussi savoir prendre ses pertes et passer à la suite. Voilà pour cette petite introduction spéciale. Un avertissement sur les risques maintenant concernant le caractère purement informatif de cette présentation et les produits CFD à risque limité. Je vous invite à en prendre note. Vous pouvez utiliser les fonctions de chat et de questions-réponses en haut de votre écran pour pouvoir converser avec moi. Dans cette émission, nous allons voir ensemble les dernières actualités, marché, macro, actions, les statistiques économiques passées et à venir et une figure graphique reconnue par la plateforme de CMC Markets. Et bien évidemment, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Alors, en termes d'actualité marché, le CAC 40 bute sur le haut de son canal haussier à 5090 points. Le Dow Jones Industrial Average bloque sous les 20 750 points. Le DAX semble comme aimanté par ses plus hauts historiques à 12 390 points. Il n'est plus qu'à 1,5%. Va-t-il sortir par le haut de son canal et aller chercher cette zone de prix ou au contraire échouer sur la borne haute de son canal un peu en dessous de ses plus hauts historiques avec un risque de double top? Ça, on verra d'ici la fin de la séance et puis en début de semaine prochaine quels sont les équilibres. Le pétrole WTI a apporté un soutien certain aux indices à la hausse en retrouvant les 50 $, puisque les spéculations vont bon train sur un potentiel nouvel accord de production des pays producteurs. Et puis vous avez l'Arabie Saoudite qui souhaite que le pétrole reste accroché autour des 50 $, voire au-dessus, parce que l'Arabie Saoudite veut coter en bourse Aramco, sa société pétrolière. Et donc pour ce faire, il faut un pétrole au plus haut. Le riz est scotché à sa résistance de court terme à 9,70. Il est dans les starting blocks. Attention, si ça casse, ça peut aller vite. On notera une quatrième séance consécutive de hausse sur l'AUD-NZD à 1,0966. Donc les acheteurs ont bel et bien repris la main. L'or continue de glisser. Dollar et appétit pour le risque pesant sur ce dernier. Le métal jaune retrouve les 1242 $. Donc c'est une petite consolidation sous ses plus hauts annuels à 1260 $ puisqu'il manque de soutien à court terme. Et puis le dollar index a regagné les 100 points hier, pesant ainsi sur les paires majeures. On a l'euro-dollar et la livre-dollar qui se sont retrouvés de nouveau sous pression. En termes d'actualité macroéconomique, le crédit accordé par les brokers actions à leurs clients a atteint un nouveau record historique à 530 milliards de $. Certains analystes commencent à faire le rapprochement entre les niveaux élevés du S&P 500 et trading sur marge pour comparer le niveau actuel au pic de 2007 et 2000 sur les marchés. Si vous êtes client CMC Markets, vous avez reçu la newsletter Smart Alpha ce matin dans laquelle vous avez le graphique concernant cette fameuse corrélation entre le crédit et
le niveau des marchés. En Allemagne, comme en Espagne, l'inflation des prix à la consommation est sous les attentes, comme prévu et explicité dans nos émissions depuis des mois. Et oui, comme je vous l'ai expliqué, dès la fin 2016, je vous ai dit, attention, en 2017, nous aurons une thématique, c'est la reflation, le retour de l'inflation. Ça y est, l'inflation est de retour, la croissance va remonter en Europe et aux États-Unis. Ça va être un grand cycle économique positif, on va continuer de monter les taux aux US, on va arrêter le cul en Europe, remonter les taux en Europe et tout ira bien dans le meilleur des mondes. Ça, c'est un scénario rose que les médias ont essayé de vous servir depuis le début de l'année. Depuis le début de l'année, je vous ai expliqué qu'effectivement, à court terme, on avait des chiffres économiques qui s'amélioraient sensiblement et des enquêtes qui pointaient vers le positif, le nord, les enquêtes de consommateurs et d'investisseurs notamment. Je vous ai néanmoins expliqué qu'au sujet de l'inflation, le pétrole avait fait un point bas en février 2016, donc en février 2017, un an plus tard, l'effet de base, c'est-à-dire l'impact de la hausse des cours du pétrole sur l'inflation, étant donné que le pétrole avait pris 100% sur un an, c'est en février dernier, là il y a un mois, que l'effet de base, la hausse du pétrole, avait la plus forte répercussion sur les chiffres d'inflation. C'est ainsi qu'en février, on a eu une inflation en 2% en Europe et que les Allemands ont commencé à taper du poing sur la table et à dire vous avez vu, la BCE atteint ses 2% d'inflation, donc il faut arrêter le QE. Et moi, ce que je vous ai répété, c'est que l'inflation allait atteindre un top en février, puis baisser en mars, avril, mai, juin. Ça a déjà commencé en mars. Voilà, les cours du pétrole, maintenant, même s'ils remontent un petit peu, ne seront pas plus hauts ou pas beaucoup plus hauts que les 55 $ qu'on a fait au mois de février. Donc l'effet de la hausse du pétrole sur l'inflation va complètement s'estomper. Et comme l'a répété Mario Draghi à de nombreuses reprises, l'inflation core, c'est-à-dire l'inflation hors éléments volatiles comme le pétrole, n'a absolument pas bougé. Donc, alors que certains disent que les taux vont être montés en zone euro dès la fin 2017, voire début 2018, eh bien moi je n'y crois absolument pas. Ou du moins, ce serait très graduel si c'était le cas, et en parallèle de ça, je vois mal Mario Draghi arrêter le quantitative easing. On essaye de nous faire croire que les économies américaines et européennes repartent, que les actions peuvent continuer de monter et que tout va bien. Je vous rappelle que même si les US ont arrêté le quantitative easing, à travers la planète, vous avez la banque chinoise par moment, puis vous avez la banque européenne et la banque japonaise, les banques centrales qui injectent des centaines de milliards par mois sur les marchés. Donc on essaye de nous faire croire que les marchés montent, qu'ils sont sur des records historiques, que tout va bien, alors qu'en fait, c'est comme un avion en papier derrière lequel on aurait mis un ventilateur. Voilà. Donc, parlons d'arrêt de QE, ralentissons le QE, voire arrêtons le QE, autant couper donc le ventilateur derrière l'avion en papier, et ben à mon avis, ce dernier ne va pas voler bien longtemps. Enfin, pour terminer, en macro, en Grèce, toujours pas d'accord conclu entre Athènes et ses créditeurs, mais les discussions avancent. À ce sujet, c'est très simple. L'Europe et le FMI ont dépouillé la Grèce. Ils ont dépouillé les Grecs. On leur a tout pris. On les a ponctionnés, on leur a pris les retraites, on leur a tout pris. Et le FMI s'en est même excusé en 2016. La dette grecque n'est pas remboursable. La Grèce ne peut pas générer les revenus nécessaires à rembourser la dette grecque. Aujourd'hui, la dette grecque est détenue notamment par France et Allemagne. Et c'est tout. Les Européens devront faire une croix dessus. C'est parce que l'Europe a mal géré le cas grec que la dette grecque s'est envolée et que les montants des créances se sont envolés. Si l'Europe n'avait pas laissé tomber la Grèce, ne l'avait pas mis au bord du gouffre, eh bien la Grèce n'en serait pas là. Côté entreprise, AB Science a levé 19 millions d'euros pour un placement privé de un peu plus d'1 million d'actions ordinaires nouvelles au prix de 15,30 €.
Areva a décidé de ne plus publier d'informations financières trimestrielles, comme l'y autorise la réglementation boursière. On ne se demande pas pourquoi. Nicox a enregistré une perte nette de 6 millions contre 19 millions l'année d'avant. Et puis, Franken-Pommery a vu son résultat net bondir de 50%. Pour compenser les méventes en Angleterre à cause du Brexit et dans la restauration française et belge suite aux attentats, eh bien, la société a investi pour développer la grande distribution française. Côté meilleure et moins bonne performance du CAC 40, c'est mou. Plus forte hausse, vous voyez, 0,87, plus forte baisse, 1%, pas de tendance, pas de secteur qui ressort à la hausse ou à la baisse. On a les bancaires qui sont absents du palmarès, donc pour l'instant c'est une séance très très calme. Côté statistiques passées, des bons chiffres en Chine cette nuit, l'indice PMI manufacturier chinois est ressorti au-dessus des attentes et le PMI des services également. Ce jour, pléthore de chiffres, à 10h, donc on a le taux de chômage en Allemagne, à 10h30, PIB en Angleterre, 11h, indice des prix à la consommation, donc l'inflation en zone euro, et vous voyez que elle était avant à 2 et maintenant on attend 1,8. Le PIB canadien à 14h30, ainsi que des chiffres américains, notamment les revenus des particuliers, puis à 15h45, l'indice PMI de Chicago, et à 16h, la confiance des consommateurs de l'Université du Michigan. Et on attend encore un bon chiffre. Enfin, voici un biseau ascendant détecté sur l'AUD-USD en données 4 heures. Donc vous voyez ici AUD-USD 4 heures, petit biseau ascendant. Ce biseau permet en fait de cadrer la hausse. Ça veut dire que tant qu'on est à l'intérieur du biseau, les cours peuvent monter. Si par contre, à un moment donné, on casse la borne basse de ce biseau, eh bien, un biseau ascendant, lorsqu'on en sort par le bas, on a tendance à le réintégrer. Donc voilà, ça vous permet de cadrer la hausse et d'être haussier si vous êtes acheteur tant qu'on est dans la figure et d'être prudent si on en sort par le bas. On va passer aux indices et vous voyez, ce sera très simple, mais ce sera vraiment la façon dont, en tant qu'analyste technique, je lis les indices boursiers. Le S&P 500, lui, n'a pas respecté son niveau aussi bien que le Dow Jones. Le Dow Jones, c'est très clair, vous voyez. Après l'élection, on a fait que des plus hauts de plus en plus hauts, des plus bas de plus en plus hauts. Il n'y a jamais eu un seul signal de vente donné sur le Dow Jones avant la semaine dernière. La semaine dernière, mardi dernier, on a cassé un support pour la première fois aux US et vous voyez qu'on a quand même fait un chandelier assez plein à la baisse. C'était un signal baissier. À la suite de quoi, on s'est stabilisé, puis lundi, on s'est fait une petite frayeur, et après cette frayeur, on est remonté. Mais comme je vous l'ai expliqué la semaine dernière, un pullback, ça peut prendre du temps. On peut très bien faire une cassure, végéter pendant 10 jours, avant d'éventuellement reprendre la baisse. Cela ne change rien au scénario, et c'est la raison du titre du jour. On a un plan et on s'y tient. Mon plan était de dire, on avait des plus bas ici à la mi-mars, qu'on a cassé, tant qu'on est dessous, ça peut baisser. Eh bien, mon avis sur le Dow Jones n'a absolument pas changé. D'autant plus quand je vois que le Nasdaq, excusez-moi, pourrait potentiellement faire un double top de court terme et consolider, quitte à aller plus haut par la suite, pourquoi pas. Mais à court terme, il semble suracheté et sur un niveau de résistance. Quand je regarde le Russell 2000, l'indice américain des small caps, je vois bien des plus bas de plus en plus bas et des plus hauts de plus en plus bas. Et donc, on a rebondi là pendant 3-4 séances, mais il se pourrait, en tous les cas, qu'on soit à la croisée des chemins et que si la baisse reprenne ce jour, eh bien, un nouveau mouvement baissier puisse prendre le pas. Si vous avez une chose à retenir sur mon avis, c'est que tant que le Dow Jones ne sera pas repassé au-dessus de ses plus bas de mars à 20 780 points, les risques pour moi baissiers resteront de mise sur les indices américains. Concernant les indices européens, c'est un petit peu différent. Les indices américains sont les indices européens, excusez-moi, sont beaucoup plus haussiers. Malgré tout,
on approche de résistances majeures ici aussi que l'on peut surveiller. Et comme je vous l'ai déjà expliqué, si les Américains baissent, l'Europe de toute façon suivra. Voici donc un canal haussier sur le DAX qui est très propre. Et vous voyez qu'à chaque fois, on touche la borne haute ou on l'approche, on se replie et ainsi de suite. Et donc là, on est pile poil sur la borne haute. Voilà. Donc force est de constater que le marché est haussier, mais qu'on est sur un niveau de résistance. Et à moins d'une accélération au-dessus de la borne haute du canal, eh bien, il y a quand même des chances qu'on revienne tester peut-être la borne basse du canal et le seuil psychologique des 12 000 points. Sur le 440, le constat est le même. D'ailleurs, on notera que hier, on était un petit peu présomptueux quand même, hein, d'être allé chercher pratiquement les 5100. Donc vous voyez ce biseau ascendant sur le CAC, il est magnifique. C'est un biseau ascendant, ça permet d'une part de cadrer la hausse et de rester haussier tant qu'on est dans la figure. Ça permet aux vendeurs agressifs de se placer sur la borne haute du biseau, puisque théoriquement c'est un point de vente optimum, et ça permet aux vendeurs patients d'attendre la cassure de la borne basse du biseau pour se placer à la vente et jouer une éventuelle correction. Donc le fait que le CAC hier ait fini sur un plus haut, puis qu'il ait gapé à la baisse ce matin et qu'il ait touché la borne haute hier, me fait quand même penser qu'un scénario de consolidation n'aurait rien d'illégitime. Donc, vous l'aurez compris, même si le CAC et le DAX montent depuis le début de la semaine, mon analyse des marchés n'a pas changé. Les indices américains sont neutres ou baissiers sous résistance et pourraient redécaler à la baisse. Je vous avais expliqué que les indices européens pouvaient très bien aller chercher de nouveaux records annuels sans que les US montent. Mais je vous avais expliqué aussi qu'à la suite de quoi, si les indices US baissaient, l'Europe ne pourrait pas monter toute seule. L'Europe est forcément corrélée aux indices américains. Donc voilà mon plan, voilà mon analyse. Tant que le CAC et le DAX ne sortent pas de leurs figures respectives par le haut, c'est-à-dire du biseau ascendant sur le CAC et du canal haussier sur le DAX, tant qu'on est sous les bornes hautes, les risques de consolider restent forts. Et si on sort de ces figures, là, une correction digne de ce nom pourrait se mettre en place. Voilà pour mon avis sur les indices. Ensuite, concernant les matières premières, eh bien écoutez, tout dépendra de la suite. Concernant l'or et l'argent, on tient bien. L'or au-dessus des 1240 et l'argent au-dessus des 18 $. Si les indices partaient effectivement à la baisse, eh bien on pourrait casser des résistances à court terme sur les métaux. Vous voyez ici une belle oblique qui passe par les plus hauts récents. Et s'il y avait de l'aversion au risque et qu'on cassait donc ces obliques, on pourrait avoir un nouveau potentiel haussier qui se développerait sur les métaux précieux. Concernant le blé, qui tout double, 410, 416, ce sont les deux bornes du petit range dans lequel on est depuis une semaine. On en attend clairement la sortie. Concernant le cuivre, c'est toujours aussi neutre. On a un range de court terme qui se met en place. On a une indécision des opérateurs sur les plans à venir de Donald Trump. C'est la raison pour laquelle le cuivre s'est placé en situation d'attente. Concernant la fève de cacao, on a eu un mouvement haussier en 3 temps, une consolidation. Tant qu'on est au-dessus de la zone des 2035-2040, c'est-à-dire une ancienne résistance devenue support, on peut stabiliser, puis par la suite repartir à la hausse. Seule une cassure des 2030 changerait la donne sur la fève. Concernant le gaz, on est dans un canal haussier. Tant qu'on est dedans, c'est haussier. Seule une sortie par le bas changerait la donne. C'est magique, hein, l'analyse technique, c'est très binaire. Et puis concernant le pétrole, comme je vous l'ai expliqué, donc c'est une bonne chose que le pétrole donc là soit remonté à 50 $, ça a soutenu les indices boursiers. Néanmoins, attention, le pétrole était baissier, il est désormais neutre, pas encore haussier. Et la zone des 50 $, 50-50, c'est une grosse zone d'importance. Donc c'était baissier, maintenant on est neutre et on approche d'une zone de résistance, donc prudence tout de même. Enfin, les cours du riz sont dans les starting blocks, sous une résistance. Et si cette dernière casse, on pourrait avoir une continuation de la tendance haussière de court terme en place depuis un mois. A contrario, c'est un petit range
comme sur les cours du blé dont on attend la sortie. J'espère que certains d'entre vous étaient déjà rentrés peut-être sur la sortie de celui-là, puisque j'en ai parlé pendant des semaines. Concernant les devises pour finir, AUD-NZD, la théorie de la cassure et du pullback. On avait ensemble fait l'analyse du fait que la UD-NZD était bloquée sous résistance, c'est passé en force, on a gagné 250 points, puis on a rechuté, on est revenu tester la résistance devenue support, et les acheteurs se sont de nouveau matérialisés. Donc c'est très joli. Et puis concernant donc l'euro, la livre, etc., là on vient d'enchaîner une séquence de 3 séances baissières, sur l'euro principalement parce que les officiels de la BCE ont un peu douché les espoirs de tapering et d'arrêt du quantitative easing. Sur la livre, même chose, on a bien rebondi hier, mais ça se stabilise aujourd'hui. Le dollar index, lui, a très bien rebondi, il a cassé les 100 points hier, il est arrivé à 100,40 et ce jour, il consolide. Voilà, donc on a des petites pressions baissières sur la livre, des petites pressions haussières sur l'euro. Aujourd'hui, peut-être que les tendances devraient se calmer. On a eu 3 séances de forte hausse sur le dollar, 3 séances de baisse sur l'euro. Et on pourrait peut-être avoir des échanges qui se stabilisent, du moins en attendant les chiffres économiques de 14h30 qui devraient donner le tempo sur le dollar américain. Voilà, donc pour cette dernière matinale, ce tour d'horizon des marchés, le fait d'avoir un plan, le fait d'être rigoureux si vous voulez faire de la bourse pérenne, le fait de faire attention aux médias et de ce qu'ils essayent de nous faire penser, par exemple au sujet de l'inflation notamment, sur le fait que l'inflation est de retour, que tout va bien dans le meilleur des mondes. Voilà, il faut savoir faire sa propre analyse et avoir son propre avis. Sur ce, messieurs, dames, mes graphiques, oui, Eric, sont en journalier. Je vous souhaite à tous un très bon appétit, je vous souhaite à tous une très bonne séance, un bon week-end, une bonne continuation, un bon trading à tous. Merci pour vos messages, merci pour vos encouragements. Je ne suis pas très loin, je reviendrai sur les marchés pour vous aiguiller d'ici peu de temps, notamment via Twitter. Voilà, je vous souhaite à tous le meilleur et je vous remercie. À très bientôt. Au revoir.